Ce jardin, de production intensive avec un rendement de grande qualité, est travaillé par une nouvelle technique pour maintenir la fertilité du sol. Dans la recherche actuelle pour des systèmes de production agricole durable, le travail de Masanobu Fukuoka mérite d'être connu pour ce qu'il propose de fondamentalement différent, car ce qu'il fait, c'est d'arrêter les labours, le travail du sol, l'utilisation et enfouissement de fumier, compost ou tout autre engrais, qu'il soit biologique ou chimique. Fukuoka est un microbiologiste et un agriculteur japonais qui, en 1937, commença une agriculture tout à fait révolutionnaire, qui peut être considérée comme la première réforme agronomique depuis que l'agriculture existe. Je suis agricultrice habitant en France. Mon apprentissage en agriculture biologique commença en Californie au début des années 60. Le travail de labour que je devais faire me rappelait toujours la terre brûlée, souffrante des champs de blé de Castille. Je me suis intéressée au travail de Fukuoka en 1978 lors de la parution de son livre « La révolution d'un ciel brun de paille ». Son travail confirmait en pratique l'intuition que j'avais de n'avoir pas travaillé le sol. Mais les résultats que j'avais en l'imitant étaient très décevants et j'ai vite compris la nécessité d'adapter son système à d'autres conditions climatiques et culturelles que les siennes. Le jardin que vous voyez ici a été réalisé en suivant les mêmes principes que Fukuoka propose pour obtenir des récoltes abondantes tout en gardant un sol sauvage, qui s'auto-fertilise lui-même perpétuellement, car ces systèmes agricoles utilisent la dynamique de la loi de la synergie. Le sol se travaille lui-même. La terre se nourrit par la biomasse déchétuaire du sol. On introduit des prédateurs. En évitant de les compacter, le sol s'aère de lui-même. Après les derniers labours, on prépare pour faire les plates-bandes en indiquant avec des bâtons où vont aller les couloirs. Et avec une pelle, on prend la terre des couloirs et on la met dans l'espace réservé aux plantes. Si la qualité du sol le permet, on peut creuser de nouveau dans les couloirs pour augmenter la hauteur des plates-bandes. Plus il y aura du sol dans les plates-bandes, plus les plantes auront pour enfoncer les racines. Avec un râteau, on met les plates-bandes, on les ratisse et on enlève les cailloux qui peuvent se trouver. La laine, c'est un bon mulch. Ici, c'est ce que j'ai utilisé pour couvrir les plates-bandes finies. Les dimensions des plates-bandes, 120 cm de large, 50 cm pour le couloir. La hauteur dépend de la qualité de votre sol. La terre, on met du couloir sur la plate-bande. 120 cm de large. Pour le couloir, 50. Et si vous pouvez, 50 cm de hauteur. La forme que vous donnez aux plates-bandes peut être aussi variée que votre imagination le permet, à condition toujours de respecter la largeur. Un mulch de paille, soutenu par des bâtons en cas de gros vent. La hauteur ici, c'est de 50 cm, ça arrive à mes genoux. En cas de grosse pluie, un autre avantage des plates-bandes, c'est que la pluie n'emporte pas les plantes. La forme finale de ces jardins qui fait un demi-hectare de surface. Puisque les plantes synthétisent de la matière à partir de la lumière, et en plus elles font de la transmutation biologique, nous n'avons pas à mettre dans le sol l'équivalent en fertilisant de ce que la plante a dans ses tissus. Ou en termes agronomiques, c'est qu'elle exporte du sol un élément fertilisant. Les plantes ne prennent du sol que le minéral et les oligo-éléments. En tout,
2,5% du total de leur masse végétale. Les pommes de terre ici sont déjà plus grandes. C'est le mois de juillet. Bientôt, ça sera le temps de les reprendre. Juste avant la cueillette, le champ de pommes de terre qui a poussé sous du carton. Et voilà, c'est facile. On n'a qu'à ouvrir le mulch et on prend les pommes de terre. Ici, c'est des plates-bandes dans lesquelles, dans les bords, on les utilise pour mettre des poireaux, des fèves, qui est une plante légumineuse qui va fixer l'azote, et on retire le mulch pour laisser le sol se réchauffer avant de faire des semis au début du printemps. Même si on ne va pas faire du compost parce que le sol en a besoin, il y a toujours un compost à faire, si ce n'est que pour recycler tous les ordures et déchets de la cuisine et de la maison. Donc ce compost, il va être utilisé dans la serre pour faire les plants ou pour le mettre au sol si jamais votre climat est froid et vous utilisez une serre pour l'hiver. Ici, on va transplanter des salades qui ont été démarrées dans un compost fait pour la serre. L'action simultanée d'éléments indépendants qui ensemble ont un effet total plus grand que la somme de ses parts, c'est ça la synergie. La matière vivante, elle sait créer l'ordre à partir d'un désordre apparent. Seule la matière vivante possède cette propriété. C'est ce principe de la vie qui est appliqué ici pour l'agriculture. Dans cette agriculture, on utilise les plantes comestibles appartenant à la famille des légumineuses comme les partenaires fertilisants pour ajouter de l'azote au sol. Des petits pois, des haricots. Ici, on est en train de semer des haricots et on ajoute un peu de cendre au moment du semis pour ajouter de la potasse et stimuler leur germination. Les microfixateurs d'azote transforment l'azote gazeux en ammonium. L'ammonium entre dans les légumineuses sous forme d'acide aminé ou sera converti en nitrate par les microbes du sol et absorbé alors par les autres plantes. Les mycorhizes et autres bactéries vivent grâce aux plantes, grâce au sucre exsudé par leurs racines. L'humus, c'est de la matière organique décomposée presque stable qui est responsable pour la transformation d'éléments nutritifs minéraux non assimilables par les plantes en éléments en forme soluble que les plantes en ont besoin. Il y a deux sortes d'humus, l'humus microbien et l'humus résiduel. L'humus microbien se fait très vite dans un sol rempli de cadavres microbiens et des polysaccharides hérités de la matière organique déchétuaire du mulch et des plantes après culture se décomposant dans le sol. Même dans des sols très pauvres en humus résiduel, on peut obtenir rapidement une structure correcte et une quantité importante de cadavres microbiens pour nourrir la culture, sans devoir attendre toutes les années nécessaires pour développer l'humus résiduel, l'humus stable. Il y a jusqu'à 4 billions de bactéries en un gramme de sol. Et l'azote gratuit fixé par les bactéries et les levures peut aller jusqu'à 100 kg par hectare et par an. Les cadavres microbiens en sol couvert de 70 à 80 tonnes par hectare et par an, mais dans un sol travaillé en sol nu, seulement de 6 à 6 tonnes. Des fèves, des haricots, des petites courges qui poussent. Ici, on va faire la cueillette de fèves. Après que la fève sera coupée, fauchée, on la laisse comme mulch sur le sol. Les racines, elles vont rester dans le sol et se décomposer.
On va planter des oignons et toute la famille de l'Aliacée, c'est-à-dire l'ail, oignon, poireau, on utilise les côtés de la plate-bande comme espace parce que ces plantes, en plus de nous donner un élément à manger, ils sont des plantes protectrices pour les autres cultures. L'ail est insecticide, un insectifuge, un bactéricide, un fongicide et un nématicide. Les oignons aussi ont ces propriétés-là. Donc on peut utiliser les bas-côtés des plates-bandes comme espace pour cette culture. On intercale les poireaux avec les salades et tout l'espace qui a été perdu par les couloirs est récupéré dans les côtés. Les haricots sortent entre les mulches. Une hectare de légumineuses peut fixer par an 400 kg d'azote. Des fois, il y a des plantes qui se ressèment d'elles-mêmes. Lorsqu'on permet aux plantes de finir leur cycle végétatif, beaucoup se ressèment et nous pouvons les transplanter dans les endroits qu'on veut pour leur culture. Ici, c'est des blettes qui peuvent aussi être mises dans les bas-côtés des plates-bandes. Les tontes d'herbes ou de gazon peuvent être utilisées comme mulch, mais il faut faire attention à qu'il n'y ait pas de graines et qu'elles soient fanées. Le mulch, vieux mot français,